Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Merci de nous rejoindre dans Dimanche en politique. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous ne recevons pas une personnalité politique, mais un sociologue. Il est installé à Saint-Brieuc. Ses moustaches, mais surtout ses travaux sur notre quotidien, sur la vie conjugale, l'ont fait connaître du grand public. Son dernier livre, publié aux éditions Les Liens qui libèrent, est une photographie de notre société et de notre paysage politique. Jean-Claude Kaufmann est notre invité cette semaine. Jean-Claude Kaufmann qui va nous rejoindre. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On va, comme le veut la tradition, commencer par le dessin que nous a préparé Loïc Schwartz, comme chaque semaine. Avec mes moustaches, sans doute. Avec bien sûr vos moustaches. Et bien sûr, une évocation de ce titre, le titre de votre livre, « La fin de la démocratie, apogée et déclin d'une civilisation ». On vous a un peu mis comme un prophète de malheur, parce que vous êtes un peu alarmant quand même. Oui, je ne voudrais pas être un prêcheur de l'apocalypse, mais je voudrais quand même tirer un petit peu un signal d'alarme, parce qu'on a comme ça l'idée que notre société, il y a des choses qui ne vont pas très bien, mais on trouve des solutions. On a une capacité de négociation, des experts très pointus, un petit peu partout, donc on va bien finir par s'en sortir. Je crois que nous sommes à une situation très importante du point de vue historique. Nous vivons un moment historique extrêmement important. Mon titre fait un petit clin d'œil au livre de Francis Fukuyama qui désignait la fin de l'histoire. C'était un petit peu fini. Maintenant, les sociétés avaient trouvé un modèle universel, le libéralisme économique et la démocratie. Et aujourd'hui, justement, un certain nombre de choses se passent. Nous vivons un moment de rupture, sans doute. Mais franchement, on n'a pas l'impression de vivre en dictature. Non. Et d'ailleurs, pendant un moment, j'espérais pouvoir intituler mon livre « Le moment démocratique ». Nous sommes au contraire à un moment d'expression démocratique et qui continue à se développer dans certains pays. L'Algérie, en ce moment, par exemple. Et les individus, dans leur vie quotidienne, ont de plus en plus d'espace de liberté. Ils peuvent s'exprimer sur Internet, dire un petit peu n'importe quoi, trouver leur petit public. Mais cette expansion de la démocratie au quotidien provoque de plus en plus des réactions contraires. Et c'est ça qui explique la montée des populismes, des nationalismes agressifs. Quand on fait un petit tour du monde, on se rend compte qu'il y a des signes très négatifs de plus en plus nombreux. Alors, on précise que vous avez écrit ce livre avant le mouvement des Gilets jaunes, mais vous deviez évidemment en parler, puisque ce mouvement des Gilets jaunes corrobore un peu votre décryptage et votre analyse. Il y a aujourd'hui une colère rentrée. Il y a un peu le syndrome de la cocotte minute aujourd'hui en France, non ? Oui. De démocratie aussi. J'ai failli sortir le livre à l'automne. Et du coup, j'ai eu un peu de temps pour rajouter quelques paragraphes quand même sur les Gilets jaunes qui illustrent vraiment toute une partie du livre, notamment cette coupure en deux de la société que j'analyse. C'est un sondage intéressant là justement, 43% des Français interrogés, là, un sondage Vivavox. On va en parler des sondages aussi, parce que bon, il ne faut pas non plus en faire des baromètres définitifs. 43% des Français estiment que la démocratie fonctionne bien. On a vraiment l'impression qu'il y a une coupure aujourd'hui dans le pays. Oui, il y a tout un bloc qu'on appelle progressiste, de gens plutôt diplômés, bien dans leur peau, de plus en plus animés par des valeurs d'humanisme, de tolérance, etc. Et on se dit, la société évolue dans le bon sens. Mais en même temps, si je puis me permettre l'expression, il y a une autre moitié de la société qui est de plus en plus décrochée, reléguée, et qui jusqu'à il y a peu de temps courbait le dos, courbait les chines. Cette fameuse France périphérique un peu. Oui, comme, la France, effectivement, la France des territoires, la France oubliée, la France un petit peu pauvre, et qui ne suit pas le mouvement. Le mouvement de ce nouveau monde qui se crée, qui reste dans l'ancien monde avec des valeurs un petit peu traditionnelles, dont certaines sont des valeurs fortes, des valeurs d'honneur, de fierté, de travail, donc etc. Les Gilets jaunes, c'est un symptôme de cette France évoluée. C'est un premier symptôme. Les Gilets jaunes, ce n'est qu'un début. C'est pour la première fois cette France invisible qui n'arrivait pas à trouver une voix, qui parfois arrivait à s'exprimer en glissant un bulletin de vote de protestation, mais c'est tout. Et là, qui a réussi à se réunir. C'est quand même tout à fait surprenant, ce peuple des ronds-points qui trouve ce lieu pour se retrouver et comprendre qu'ensemble, ils pouvaient reconstruire une fierté et essayer de définir une parole. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a eu plusieurs semaines l'expression d'une colère, et il y a eu une réponse au plus haut sommet de l'État, c'est l'organisation de ce grand débat. Emmanuel Macron, jeudi, dans sa conférence de presse, l'a rappelé, exercice un peu inédit en Europe, cette grande consultation, ce grand test de nature. Pour vous, est-ce que c'était un exercice intéressant et est-ce qu'il a été réussi au niveau démocratique ? Alors, c'est un exercice très intéressant.
il a été assez réussi pour les personnes qui ont participé, mais ce n'est pas tout le monde qui a participé. Mais pour cette France oubliée dont je parle, il y avait presque obligatoirement dès le départ une déception. L'impression de ne pas être véritablement écouté. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à dire, c'est une crise existentielle. Il cherche à dire énormément de choses. Il voudrait être inclus dans la société, intégré dans un projet républicain collectif. Et là, ces mesures, alors dès qu'il y a une mesure, même quand une mesure apporte un certain nombre de choses, il y aurait l'envie que ce soit un petit peu plus. Toujours un petit peu plus. On a un peu entendu tout, ils sont contraires aussi au moment de ce débat. Plus de services publics, moins d'impôts, oui. Mais on n'est pas plus de démocratie, plus d'autorité. On n'est pas dans le domaine de la rationalité et des comptes publics très exacts. C'est un désir de reconnaissance, un désir d'existence. Il y avait en 68 le mot d'ordre de rêver l'impossible. Eh bien, c'est ça. Il y a le rêve de l'impossible, d'un autre type de société, mais ils ne savent pas exactement lequel non plus. Donc, ça ne peut pas être satisfait. Alors, il y a une réponse politique jeudi dernier avec cette conférence de presse organisée par Emmanuel Macron qui devait un peu apporter la synthèse des résultats de ce grand débat. Les attentes étaient fortes. Alors sur la démocratie et la vie des institutions, le chef de l'État a fait part de ses choix. On va les écouter dans quelques instants. Vous avez regardé cette conférence de presse ? Voilà, le citoyen que vous êtes estime que les mesures annoncées, on ne va pas en rentrer dans les détails, mais sont à la mesure des enjeux. Il y a une performance d'acteur, puis dans la participation au grand débat, des fois 5-6 heures, etc., la connaissance des dossiers. Mais moi, ce que j'attendais, c'est un récit qui englobe tout ça. Parce que ce que l'on a perdu aujourd'hui, c'est l'élan de la République d'autrefois. La République d'autrefois, à sa grande époque, au XIXe siècle notamment, entraînait toute une communauté nationale vers un avenir qui était vu comme meilleur du point de vue social, du point de vue moral, etc. Et là, on ne sent pas ce projet. Je trouve qu'il y a eu une pauvreté de l'enveloppe, je dirais, narrative, pour nous entraîner quelque part. Sinon, dans le détail des mesures, il y a 2-3 petites choses. On va justement écouter le chef de l'État, on va réagir après. Il a annoncé quelques pistes de réflexion et quelques pistes de réforme, notamment sur notre vie démocratique et sur les institutions. On l'écoute. Alors sur le plan démocratique, les citoyens veulent être mieux représentés, participer davantage, avoir au fond une organisation plus efficace. Là-dessus, on a vu fleurir beaucoup de débats. Et je veux dire très franchement, après avoir beaucoup écouté, réfléchi, où je me situe. Je crois aux élus. Je crois aux élus de la République parce que l'élu a une légitimité, celle que lui procure l'élection. Si on se met à dire, quand il s'agit des décisions de la cité, la vie d'un citoyen est aussi importante que celle du maire, elle l'est en tant que citoyen, mais le maire est allé à l'élection, il a obtenu une légitimité. Et donc je pense qu'il faut consolider cette place de nos élus dans la République, sinon il n'y a plus de décision possible. Et plusieurs questions ont émergé qu'il faut considérer. D'abord la question du vote obligatoire, qui est souvent revenue. Je ne retiendrai pas cette option. Je ne la retiendrai pas pour 2 raisons. La première, c'est que je ne crois pas qu'on répond à la crise démocratique par la contrainte. Je ne crois pas que lorsqu'il y a de la désaffection pour une élection et du désintérêt, on y répond en rendant la chose obligatoire. Dans les moments difficiles de la démocratie, il faut prendre des options et il faut choisir. Et je sais une chose, c'est que quand on vit une période difficile, blanc, ça ne décide pas. Blanc, c'est l'agrégation des rejets, des refus. C'est trop facile. Enfin, il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum.
Alors, le chef de l'État a repoussé de la main toutes les propositions des Gilets jaunes, le RIC, le vote obligatoire, le vote blanc. Est-ce que, voilà, dans cette nouvelle mode, on va dire, entre guillemets, la démocratie participative, ce nouveau phénomène, est-ce qu'il va dans le sens de l'histoire, là, le chef de l'État ? Oui, alors sur ce point-là, je serais assez d'accord avec lui. Alors pas sur d'autres points fiscaux ou sociaux, mais sur ce point-là, je serais assez d'accord parce qu'on est dans un piège aujourd'hui. Il n'y a pas de solution entre les désirs de plus en plus forts d'une très grande masse de la population de démocratie participative, voire un peu plus de démocratie directe. Il y a 80 millions d'avis aujourd'hui, oui, voilà, c'est ça, voilà. en France. Et chacun c'est ce que j'explique un petit peu, la démocratie, historiquement, ça a commencé comme un système politique, et aujourd'hui, ça s'approfondit dans la vie quotidienne. Chacun part de lui-même et de ses idées de plus en plus, et voudrait participer et être entendu. Or, avec des idées, très souvent, qui sont un petit peu fermées sur elles-mêmes, des convictions, des évidences qui ne prennent pas en compte toute la complexité, les comptes publics, l'argent disponible, etc. On est face à une contradiction. On va obligatoirement décevoir les gens. Or, dans tout cet ensemble, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Ce sont les institutions démocratiques républicaines. La représentation politique, il faut trouver la manière de l'améliorer, d'associer, que les citoyens soient davantage, aient l'occasion dans certains contextes de participer davantage, mais pas en ouvrant les vannes n'importe comment, parce que sinon on est face à une société qui devient totalement incontrôlable et on ouvre les vannes au populisme le plus dangereux qui puisse Alors exister. justement, transition toute faite, justement, le populisme, vous l'évoquez aussi dans votre livre, La fin de la démocratie, c'est un mouvement de fond qui existe partout en Europe, partout sur le continent, aux États-Unis avec Trump, la Russie, Poutine, en Asie et notamment dernièrement en Europe, notamment avec Salvini en Italie ou encore Orban en Hongrie. On parlait d'un populisme liquide. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Il est de plus en plus incontrôlable et surprenant. Nous fonctionnons de plus en plus sur un mode émotionnel aujourd'hui. Il y a des emballements soudains. Regardez en Ukraine. Oui, c'est un comique. 73% des Ukrainiens l'ont élu président. Il y a 6 mois, n'avait jamais mis un orteil dans la vie politique, sauf il avait joué dans une série, il jouait le rôle d'un candidat qui devenait président. Et les gens l'avaient trouvé bien dans la série. Et d'un seul coup, il y a un emballement comme ça, très superficiel, mais qui part très très vite. Alors on ne sait pas ce qu'il peut devenir, ce comique, mais ça peut aller vraiment dans tous les sens. Donc il y a ce populisme liquide qui va surprendre de plus en plus avec des formes un petit peu nouvelles. Mais une fois arrivé au pouvoir, ces populistes, très souvent, ils se trouvent dans la contrainte de monter dans des degrés dans l'agression nationaliste. Je prends l'exemple de l'Inde. Modi a été élu aux dernières élections présidentielles sur des promesses économiques qu'il ne pouvait pas tenir. Il ne les a pas tenus. Nouvelles élections qui vont avoir lieu bientôt. Il ne peut plus parler d'économie. Donc il monte d'un cran dans une hostilité vis-à-vis des musulmans. Et ça peut déboucher aussi sur une république autoritaire. C'est ce qui nous guette aussi. Oui, alors ça nous guette. Regardez juste ce sondage IFOP. 4 Français sur 10 prêts à confier le pouvoir. Le pays a un pouvoir autoritaire pour faire des réformes en profondeur. Ça dit quelque chose. Alors pouvoir autoritaire, c'est assez souple comme définition. On dirait un pouvoir un peu plus d'ordre. Il y a en fait 2 modalités que l'on voit se développer en Europe, partout. Soit à l'occasion d'une prise de pouvoir populiste, un régime véritablement autoritaire qui s'installe, très particulier comme Orban par exemple en Hongrie. Ça peut arriver en France. François Hollande, ancien chef de l'État, dit... on ne peut pas donner des dates. L'extrême droite va arriver dans les prochaines années. On ne peut pas savoir quand, mais ça peut dépendre d'une prestation télévisée, d'un événement quelconque, d'une crise qui arrive, qui propulse les émotions de manière plus forte. Mais si on n'est pas dans ce cadre-là, de populistes avérés qui prennent le pouvoir et qui rentrent dans un nationalisme agressif, la démocratie ordinaire, je dirais, tend à se durcir de plus en plus parce qu'elle est face à l'expression de liberté qui deviennent inacceptables et ingérables. On a l'exemple des samedis soirs, par exemple, et des dégradations. Il faut bien intervenir au niveau de la police pour contrôler cela. Alors justement, je voudrais vous soumettre le deuxième dessin de Loïc Schwartz qu'il a préparé pour nous. On vous voit arbitrer un match de boxe entre
la République, la démocratie. Vous faites le distinguo entre ces deux notions, alors qu'on a l'impression que c'est un couple indissociable aujourd'hui en France. Pendant un petit demi-siècle, elles se sont entendues. République et démocratie, ça faisait une sorte de bloc. Et on employait les deux termes de manière un petit peu indistincte. On confondait un peu des fois les notions. Alors que leurs logiques sont contraires, exactement contraires. Et cette contradiction devient très aiguë actuellement et de plus en plus explosive. La République, elle vient d'en haut. C'est l'histoire de l'État. Ça a commencé même avant le pouvoir ouvertement républicain. C'est un pouvoir qui vient d'en haut et, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui définit une morale commune, un programme qui entraîne. Au XIXe siècle, c'était le progrès social, moral, etc., qui est fondé sur la raison, l'idée de raison. Donc, à contrario, la démocratie, ça vient d'en bas. Alors là, ça vient d'en bas. Alors, ce qu'on connaît, c'est le libre vote des citoyens. On veut un peu plus aujourd'hui, la démocratie participative ou démocratie directe. Mais il faut aller au-delà, il faut comprendre que ça, la démocratie politique, c'était un temps historique de la démocratie et qu'aujourd'hui, ça s'approfondit dans la vie quotidienne, ce que j'appelle l'hyperdémocratie. C'est ça le changement de société que nous sommes en train de vivre, qui est extrêmement important et qui fait que demain ne sera plus jamais comme hier. Chacun est de plus en plus au centre de sa vie et décide lui-même dans tous les domaines de sa vérité, de sa morale. C'est une pression même mentale extrêmement forte, surtout pour les plus fragiles socialement ou psychologiquement. Donc ça provoque des crispations identitaires et des enfermements dans des bulles de certitude de plus en plus violentes. Il faut aller sur Internet et voir les forums de discussion et voir avec quelle facilité la haine se développe. C'est la deuxième partie de votre livre que vous intitulez « Le monde parallèle », puisqu'un monde parallèle s'est créé notamment avec la bulle Internet, l'univers numérique et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, justement, on a l'impression que ce sont des espaces démocratiques, ce sont des rings de boxe aujourd'hui. C'est très violent. Parce que le débat démocratique, c'est extrêmement simple. Il faut au minimum un tout petit peu commencer par écouter l'autre. L'autre, il a un autre avis différent. On l'écoute un petit peu et on développe ses critiques, ses propres positions. Et ainsi, on arrive à avancer ensemble, à construire un ensemble qui peut avancer. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. D'ailleurs, la plupart des phrases, ça commence par « moi, je pense que ». Moi, je pense que, j'ai mon avis et je vais insulter l'autre en affirmant ma position. Oui, chacun part de son monde et essaie de trouver des personnes qui sont en accord avec lui. Et il y a comme ça des bulles, des cocons qui se créent, des sectes. Pour moi, c'est le type de fonctionnement, il est sur le modèle de la secte. On va rentrer dedans et on va être protégé parce que tous les membres de cette secte auront le même avis. Alors, il faut dire aujourd'hui que l'univers numérique permet ça, on se retient cela. Vous nous alertez justement sur on va dire la tyrannie du chiffre et la tyrannie de l'algorithme. Je vous propose de regarder ce petit module préparé par nos collègues de France Télévisions Éducation. Vous allez voir comment l'algorithme pré-mâche, préfabrique un peu les modes, les goûts, et peut-être aussi notre façon de penser. On regarde et on réagit ensuite. Internet est devenu un outil formidable pour ne vous montrer que ce que vous avez envie de voir. Grâce aux algorithmes de Google, mais aussi ceux des réseaux sociaux Facebook en tête, l'Internet que vous consultez est devenu un Internet personnalisé. On a ainsi appris en 2011 que Google prend en compte 57 signaux différents avant d'apporter une réponse à votre recherche. Âge, sexe, dernière recherche, géolocalisation et même la résolution de l'écran, ou la fréquence de vos clics, etc. Faites l'expérience avec un ami. Il y a des chances qu'en tapant la même requête sur votre moteur de recherche favori, vous ayez des résultats différents. Ce qui n'est pas très grave quand on recherche des photos de chats mignons. Mais devient tout de suite plus dangereux quand il s'agit de résultats concernant l'actualité ou les questions politiques. Les algorithmes nous enferment donc dans une bulle cognitive et réduisent notre vision du monde à ce que nous aimons déjà, ce qui peut avoir des conséquences sur la démocratie. Autre exemple de l'effet de ces bulles cognitives, avec le Brexit, puis la victoire de Donald Trump, dont les résultats des votes n'avaient pas été anticipés par la grande majorité des médias et des spécialistes. Et notre dépendance de plus en plus grande aux réseaux sociaux risque d'empirer la situation. Selon un nouveau rapport, plus des 2/3 des Américains s'informent désormais via les plateformes sociales. Facebook est largement en tête de ces réseaux sociaux. Or, il ne vous a pas échappé que le réseau social de Mark Zuckerberg dispose aussi de son algorithme qui sélectionnerait pour nous 300 publications sur les 1500 que l'on pourrait voir à chaque fois que nous ouvrons notre compte. En voulant nous rapprocher de nos amis les plus proches et les plus actifs sur le réseau, Facebook nous enferme donc dans une bulle dorée.
Contre cette fatalité, il est utile de se rappeler que l'algorithme ne nous enferme que si nous nous laissons enfermer. Ce dernier ne fait qu'accentuer nos propres comportements et nous conforte dans nos propres opinions. Alors, multipliez vos sources d'informations. Sur Facebook par exemple, likez des médias ou des groupes aux idées divergentes des vôtres. Soyez curieux. En bref, ne laissez pas votre vision du monde être guidée par un algorithme. Voilà, Jean-Claude Kaufmann est avec nous cette semaine dans Dimanche en politique pour évoquer son nouveau livre « La fin de la démocratie, apogée et déclin d'une civilisation », publié au Lien qui libère. Quand on regarde ce petit module-là, on se rend compte qu'on est en voie de robotisation, non ? Oui, oui, mais les robots ont déjà pris le pouvoir. Alors, on se dit, bon, non, vous exagérez, parce qu'on se fait une image du robot, là, l'humanoïde métallique, etc. Non, les robots, ce sont les algorithmes. Et nous-mêmes, nous nous livrons aux algorithmes parce qu'ils nous facilitent la vie. C'est tellement commode d'aller sur un moteur de recherche, etc., de donner sans le savoir nos informations personnelles. Donc, c'était très intéressant. La conclusion était très juste. Diversifiez, soyez curieux, diversifiez vos sources d'information. Le problème, c'est qu'avant même Internet, avant les algorithmes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a déjà tendance à essayer de s'enfermer dans sa bulle de certitude. Et Internet démultiplie ça avec, effectivement, ces logiciels de reconnaissance qui participent à cet enfermement dans une bulle. Et ça nourrit les fameuses fake news. Il y a un sondage là qui est assez étonnant. Enquête BVA, Fondation Jean Jaurès. 62% des Français aujourd'hui s'informent sur Internet. 53% ne vérifient pas les sources. 80% croient au moins en une théorie du complot. Oui, les théories du complot, les fake news, c'est pas un épiphénomène. Ça parle de cette nouvelle société dans laquelle nous rentrons. Quand je parle de la fin d'une civilisation, c'est la civilisation des Lumières qui était fondée sur l'idée de raison, d'un savoir raisonner et argumenter. Et là, nous rentrons dans un nouveau monde d'émotions et d'enfermement dans des certitudes. Et ces certitudes fonctionnent à la fake news. Alors on peut dire, il suffit de réglementer un petit peu ça. Et de plus en plus, les médias, les journaux ont des services qui traquent les fausses informations. Je vous confirme que ça devient compliqué. C'est un peu la fin du médiateur aujourd'hui aussi. Et alors, ça peut marcher parfois si on a un chiffre, le chiffre qui est donné est manifestement erroné, on peut le corriger par rapport à des faits très précis. Mais la plupart du temps, qui décide de ce qu'est la vérité ? C'est la pensée un petit peu du politiquement correct, la pensée mainstream qui va dire les pensées critiques du point de vue un petit peu politique, un petit peu alternative. Là, on n'est pas loin des fake news, on va les interdire. Et on critique le système, le fameux système, on met tout dans le système. Alors, le système dans les populismes, ça, c'est l'ennemi. Des fois, c'est l'étranger, etc. Mais le système, c'est extrêmement commode. Alors, le système, c'est à géométrie variable. Des fois, ça peut être Bruxelles, ça peut être les technocrates, etc. C'est l'autre monde, les milliardaires, etc. Mais là où c'est compliqué, c'est que dans le système, on va par exemple mettre les journalistes qui traquent les fake news, parce que c'est le monde qui veut nous imposer une vérité, quoi. Et de la même manière, on va mettre dans ce système les institutions de la République. Or, c'est le maillon faible aujourd'hui. La République, sa tradition, est grignotée de l'intérieur par cette expansion démocratique. L'école, par exemple. Autrefois, le maître, il y a très longtemps, il transmettait le savoir du haut de sa chair avec sa blouse et parfois même la règle à la main. Et puis les élèves écoutaient et acceptaient ce savoir. Depuis Dolto, on sait, c'est une bonne chose, que le bébé est une personne, il faut être à l'écoute de l'élève, de ses désirs, de son propre rythme, et il faut aller dans ce sens-là. Mais du coup, on grignote de l'intérieur ce qu'ils faisaient ensemble. Donc la République, elle ne tient plus que par ses symboles et par ses monuments, d'une certaine manière. Juste un dernier mot, on parlait du chiffre, vous parlez aussi d'une certaine manière, vous évoquez la tyrannie du chiffre, notamment par les sondages. Alors, on en a beaucoup utilisé dans cette émission, on arrive dans une campagne électorale où on va beaucoup en parler, on en parle déjà beaucoup, les sondages. Vous donnez une définition assez intéressante d'Alain Caricou, il dit « Les sondages fabriquent une opinion qui n'existerait pas sans eux ». On fabrique de l'opinion aujourd'hui ? Oui, artificiellement. Alors, le chiffre, c'est très commode, parce que la réalité est de plus en plus complexe, donc ça devient un repère. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Il y a 1000 formes d'intelligence. On a inventé le QI, merveilleux, il y a un chiffre, et on peut le calculer avec une machine. Mais l'intelligence, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe. Et ainsi de suite, on peut refaire le tour, tout est mis en chiffres, et Internet, c'est du chiffre, c'est un langage. C'est un langage binaire, c'est des 0 et des 1. Tout est simplifié,
est mis dans la machine des algorithmes et ensuite nous est redistribué. Mais ce n'est plus la réalité de départ. Je voudrais terminer et conclure l'émission quand même avec une petite lueur d'espoir. Je voudrais vous montrer 2 images qui ont en lien avec l'actualité de ces dernières semaines. La première image, cette marche des jeunes pour le climat. Voilà, un peu partout en France, en Europe et dans le monde, les jeunes se sont mobilisés pour défendre la transition climatique. Et puis il y a une autre image qui date de la semaine dernière, c'est ce rassemblement autour de Notre-Dame de Paris, après la catastrophe. Ça montre que la capacité de réaction, la capacité de mobilisation de notre société est encore intacte, non, finalement. On ne reste pas dans notre bulle, on arrive encore à partager. C'est le point d'espoir. Il y a un désir secret d'humanité en chacun de nous, qui ne trouve pas le moyen. Et d'ailleurs, ça va choquer ce que je vais dire, il y a parfois un bonheur secret du drame. Il y a aussi eu les attentats Charlie, et après ces manifestations extraordinaires, silencieuses, où c'était un désir d'exprimer son humanité, son amour de l'humanité. Donc il y a ce sursaut qui est possible. Donc ça donne un petit peu d'espoir. Parce que, j'en suis convaincu, on va traverser des crises, les Gilets jaunes ne sont qu'un début, des tumultes importants qu'on n'arrive pas à dessiner encore exact, dont on n'arrive pas à dessiner la forme exactement, mais ça peut donner un petit peu d'espoir. Allez, il nous reste quelques secondes. Là où vous avez travaillé sur de la matière un peu anxiogène, là, sur la fin de la démocratie, votre prochain ouvrage, vous revenez sur l'intimité du couple, sur la vie quotidienne. Oui, parce que moi je pars de l'individu, d'ailleurs dans ce livre-là, c'est la nouvelle forme de l'individu qui explique beaucoup de choses. Donc je retourne dans le couple, sur une question au cœur du lit et du désir sexuel. Dans le couple qui s'installe, il y a souvent un décalage des désirs. Et j'espère que ce sera un peu plus rose, mais je n'en suis pas certain complètement. Merci beaucoup Jean-Claude Kaufmann d'avoir répondu à notre invitation. Je recommande votre livre « La fin de la démocratie, apogée et déclin d'une civilisation » publié aux éditions au Lien qui libère. Un livre passionnant. Dimanche prochain, l'heure du débat, à la place de Dimanche en politique, l'heure du débat qui abordera la protection de notre littoral. Merci beaucoup pour votre fidélité. Passez tous un excellent week-end.